Merci à tous de vous être connectés et de prendre une heure de votre temps pour partager un petit peu avec nous sur ce sujet, les 10 clés pour répondre, rebondir et se réinventer après le Covid. On va laisser peut-être une minute que tout le monde se mette en place et puis après, Daniel, je te laisserai faire l'introduction. Ça va. Tu fais comme au match de foot, là, on démarre par une minute de silence, c'est C'est ça? ça. Non, je pense qu'on va démarrer. Ok? On est 63 connectés, là, donc c'est très bon. Et merci à tous de vous être joints ce matin à notre webinaire. Hugo, je te laisse envoyer les slides, s'il te plaît. Donc, je suis Daniel Le Cerf, je suis senior vice-président région Hauts-de-France et je suis également le leader du Centre d'excellence mondiale pour le commerce et les services aux consommateurs de CGI. C'est dans ce centre qu'on capitalise l'essentiel des expériences et des expertises de CGI au niveau mondial. Alors, dans le retail, on a, Hugo, quelques savoir-faire, en tout cas en France, nous sommes le 4e acteur sur le secteur. On a plus de 1500 professionnels, plus de 150 consultants dans les équipes d'Arnaud. Et on a aussi comme particularité de disposer, d'avoir créé il y a quelque temps une solution pour répondre à l'enjeu historique de la mise en place de l'omnicanal. Outre le centre d'innovation retail à Lille, on a aussi un centre d'innovation supply chain au sens plus large, qui adresse pas uniquement les besoins du retail. Mondialement, pour ceux qui connaissent pas CGI, on a été créé en 1976. On génère plus de 12 milliards de dollars canadiens de chiffre d'affaires. On est à 77 000 consultants, 400 bureaux, 40 pays, plus de 5 000 clients et 170 solutions propriété intellectuelle chez CGI. Alors, il y a au mois de janvier, on a annoncé donc l'acquisition et la fusion avec Métis. Il y a quelques temps, 3-4 ans, on avait ressenti le besoin de capitaliser nos savoir-faire et de les durcir dans un produit progiciel qu'on appelait CGI Retail XP 360. La raison majeure de ce ressenti, de ce besoin, c'est que effectivement tous les retailers ont des systèmes d'information qui sont plutôt vieux de 30 ans en moyenne et qui doivent évoluer très fortement, très rapidement pour se caler sur les besoins et les tendances du marché. Et donc, plutôt que d'intervenir en prestation intellectuelle à un moment où il y a de moins en moins d'ingénieurs informaticiens disponibles, en tout cas la pénurie était importante, nous avons décidé de capitaliser ces savoir-faire dans un logiciel CGI. Et puis on s'est consacré donc essentiellement au front, donc à la gestion omnicanal, à la mise en agilité de démarrage de nouveaux canaux. Et puis en tout début d'année, on a décidé de renforcer cette suite logicielle avec un produit robuste, un produit fiable, un produit qui tient la charge et qui est réputé. Et nous avons donc rejoint le destin commun avec Métis. Donc aujourd'hui, on va bien évidemment parler de notre conviction pour aborder l'avenir. Vous faites tous face à 3 problématiques. D'abord de répondre à la crise, et ça c'est plutôt derrière nous, ça se termine. Il s'agit maintenant de rebondir et puis de faire face aux défis tactiques de cette fin de confinement, de ce retour à la normale. Et puis pour certains d'entre vous, il s'agira sûrement de se réinventer et de reconfigurer les modèles opérationnels, les modèles d'affaires, voire
éventuellement, et de travailler et d'interagir avec tout votre écosystème d'une manière un peu différente. Donc, on abordera aussi comment nos solutions et nos prestations peuvent vous accompagner dans cette réinvention. J'en ai terminé avec les quelques minutes d'introduction et je laisse la main à Arnaud pour la suite de cette conférence. Merci Daniel, bonjour à tous. Donc je me présente Arnaud Cartini, je suis vice-président en charge des activités conseil chez CGI Business Consulting sur le secteur retail et luxe. Et donc je vous propose de passer quelques minutes pour parcourir un peu le regard que nous portons sur la période que nous vivons et les différents éléments que l'on peut proposer sur les priorités des entreprises du retail et donc nos clients pour surmonter cette crise et rebondir. On va passer sur le premier slide. Voilà. Merci Hugo. Donc, tout d'abord, on est à la sortie, on la vit encore, une crise sanitaire qui a quand même pas mal bouleversé le commerce mondial. Je ne vais pas reparcourir les différents chiffres que vous connaissez tous, mais on parle quand même d'une baisse de PIB de l'ordre de 10%. L'OMC annonce entre moins 13 et moins 32% de baisse du commerce mondial. Et c'est vrai que c'est assez compliqué aujourd'hui et nos clients et les différents retailers naviguent un peu à vue. Élément important, les segments sont pas tous touchés de la même façon aujourd'hui. L'alimentaire globalement, mécaniquement a une très bonne tenue et continuera d'avoir une bonne tenue tant que la restauration hors foyer ne retrouvera pas ces chiffres d'avant. On parle, suivant les enseignes, de plus 50, plus 100% sur l'e-commerce et ça continue aujourd'hui. Le non-alimentaire, mécaniquement, a été beaucoup plus touché. Le digital, forcément, est souvent sur une augmentation à 2 chiffres, mais ça compense pas les pertes en magasin, avec des grosses disparités sur les différents sous-segments. La maison, le bricolage se sont bien tenus malgré tout, même si les ventes perdues ne seront probablement pas totalement rattrapées, alors que le fashion, notamment le fashion entrée de gamme, est assez sinistré. Il suffit de regarder un peu l'actualité, et bien entendu, il y a toujours une bonne résilience du luxe, malgré la paralysie du tourisme mondial. Et ce secteur, de toute façon, continuera de rebondir rapidement. Et au final, finalement, la période que nous vivons est plutôt un accélérateur des tendances que l'on connaissait déjà auparavant. Finalement, la plupart des enseignes qui sont en difficulté aujourd'hui l'étaient déjà auparavant. C'est le cas d'André, c'est le cas de la Halle, voire de Camaïeu, de Conforama. Et aujourd'hui, la crise n'a fait qu'accélérer ces difficultés. Le mieux consommer, ce que moi j'appelle le mieux consommer, c'est le consommer éthique, consommer bio, consommer local, était déjà dans l'air du temps auparavant, ça n'a fait qu'accélérer aujourd'hui cette tendance. Certes, une partie des Français retourneront à leurs habitudes préalables, mais beaucoup resteront dans cette façon de consommer. Les canaux digitaux resteront à un haut niveau de part de marché. On le voit aujourd'hui, on a toujours, même post-confinement, des croissances à 2 chiffres sur le e-commerce et le digital. Et l'ensemble des marques doivent dessiner une nouvelle expérience pour répondre aux attentes des consommateurs, avec plus de virtuel, plus de distance, plus de livraison, plus d'essayage à domicile, plus de sans contact. Et globalement, doivent repenser une relation client pour les rassurer et leur permettre de revenir en toute sécurité en magasin. Et c'est l'ensemble de ces éléments finalement qui font qu'il est nécessaire pour les enseignes de s'adapter pour réussir cette transformation. Et les maîtres mots, selon nous, sont agilité, innovation et bien entendu maîtrise des nouvelles technologies, ce que je vous propose de parcourir un petit peu maintenant. Donc les 10 clés que nous allons aujourd'hui, en tout cas les 10 enjeux que nous allons parcourir maintenant, sont issus d'un livre blanc que nous avons sorti le mois dernier, qui est disponible sur le site CGI en téléchargement. Le premier, évidemment, c'est la période que l'on est en train de vivre et qui se termine, c'est assurer la sécurité sanitaire et relancer l'activité. Globalement, bien entendu, c'est ce que l'on vit avec les accès dans les magasins, la limitation des accès, la régulation des flux, les consignes sanitaires. Favoriser, bien entendu, des nouveaux modes d'interaction, le paiement sans contact, le déploiement massif de la livraison à domicile, du click and collect, voire des services de personal shopper. On le voit notamment dans les enseignes de fashion, on le voit aux galeries, on le voit chez Zadig et Voltaire, ou des nouveaux partenariats comme le fait Carrefour avec Deliveroo pour permettre de diversifier ces modes de livraison. Cela, bien sûr, a des conséquences sur les moyens humains, sur les moyens logistiques pour ces nouveaux services auxquels les enseignes doivent s'adapter.
Le deuxième enjeu pour les retailers, évidemment, c'est de sécuriser les prochaines échéances. Aujourd'hui, bon nombre de retailers vont prioriser des investissements avec un fort ROI immédiat qui permettent de générer des ventes à court terme. Et bien entendu, le digital a une forte place dans ces investissements. Il faut adapter la politique commerciale, puisqu'il s'agit de réallouer des moyens qui étaient plutôt sur le magasin, sur la vente en ligne. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui que même si en sortie de confinement, il y avait quand même on voyait pas beaucoup de promos, mais très vite, on constate que l'on voit fleurir des prix barrés de moins 30, moins 40, parce qu'il s'agit bien entendu d'écouler les stocks. Et surtout, et ça c'est un vrai enjeu du second semestre, il faut préparer les échéances à venir. Et les échéances, c'est quoi? C'est la rentrée des classes, c'est le Black Friday, c'est les fêtes de fin d'année où il faut sécuriser les approvisionnements quand c'est nécessaire. Et pour certaines enseignes comme il a fallu se réinventer sur la présentation des collections automne-hiver en virtuel, comme l'ont fait par exemple Gucci ou Balmain. Troisième enjeu majeur, il va falloir gérer ce nouvel équilibre sur le poids des canaux. Je vais citer un chiffre intéressant, c'est par exemple Fnac Darty qui a annoncé que même post-confinement, ils ont anticipé un passage des ventes en digital de 20 à 25%. Donc c'est pas neutre, c'est 25% d'augmentation des ventes digitales. Donc ça là forcément, ça implique beaucoup de choses. Ça implique un impact sur la logistique qui supporte ces ventes, mais également les investissements en marketing et publicité pour les soutenir, le service client pour répondre. Donc c'est tout un écosystème et tout un équilibre. Il va falloir redimensionner pour ces marques, pour gérer ces nouveaux équilibres qui risquent de perdurer. Et de la même façon, bien entendu, notamment sur la partie magasin et logistique, il va falloir gérer ces surcoûts sanitaires. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par magasin entre la sécurité pour les collaborateurs, pour les clients, mais également les frais de personnel supplémentaires. Là où ça devient effectivement intéressant, c'est de regarder comment les enseignes vont devoir s'adapter aux évolutions des attentes. Un chiffre d'une étude, c'est une étude Altavia et d'Opinionway du mois dernier qui indique que 69% des Français envisagent de consommer de façon différente et plus responsable. Alors on verra effectivement comment ça se matérialise dans la durée, mais on parle de bio, on parle de circuit court, on parle de made in France, on parle possiblement de seconde main. Et il sera intéressant de voir aujourd'hui comment ces habitudes vont perdurer. Des Français, par exemple, qui sont habitués au drive, à la livraison à domicile, qui devront y rester. Et donc chaque enseigne devra adapter son offre, adapter ses produits, adapter surtout ses services pour répondre à ces nouvelles attentes et aux investissements qui seront nécessaires en face. Et cinquième sujet qui nous paraît important, et qui est un peu le corollaire de ces nouvelles attentes, il va falloir repenser l'ensemble de l'expérience client. Encore une fois, je vais citer un exemple intéressant. Fnac Darty a annoncé qu'ils avaient eu durant les 2 derniers mois plus d'1 million de nouveaux souscripteurs, de nouveaux porteurs de la carte Fnac Plus qui propose un certain nombre de services dont la livraison est limitée. Et un autre chiffre intéressant, c'est on a depuis 2 mois 2 nouveaux millions de foyers qui sont maintenant clients du Drive. Donc tout ça, effectivement, ça va impacter le parcours client, ça va impacter l'expérience client et l'ensemble des enseignes de la distribution devront repenser, pérenniser ces services et repenser l'ensemble de la gamme de services proposés à leurs clients. Des parcours unifiés et personnalisés avec une question importante et intéressante naturellement, c'est quel sera le rôle du magasin au milieu de tout ça. C'était déjà une question que l'on avait dans le passé, le rôle du magasin dans un univers omnicanal. C'est probablement encore plus le cas aujourd'hui de se poser cette question. Il deviendra toujours un lieu d'interaction avec les clients, un lieu d'échange, un lieu d'achat pensé ou d'impulsion, et surtout, de toute façon, un lieu d'omnicanalité avec le déploiement massif des services de livraison, de click and collect, etc. Sixième thématique que nous pensons essentielle, et pour pouvoir proposer cette expérience client, ces nouveaux services, ces produits, il est indispensable de repenser l'ensemble de la chaîne logistique. C'est notamment sur la partie e-commerce Drive où on est encore sur une croissance à plus de 50% et qui a été mis à rude épreuve avec les capacités de préparation et de retrait. On l'a notamment vu en début de confinement, lorsque les délais pour avoir un créneau de retrait se sont vite envolés. Donc il y a vraiment un sujet d'adaptation pour les enseignes pour adapter leurs opérations à ce nouvel équilibre, avec surtout une question sur la rentabilité de ces opérations. Les enseignes vont devoir effectivement rendre cette chaîne plus scalable,
plus robuste et surtout plus rentable. Et de la même façon dans le fashion, la question va se poser sur l'équilibre de la production, notamment donc sur le textile. Peut-être se poser la question de repositionner les chaînes de production plus proches, bassin méditerranéen, voire Europe, voire France, comme certaines enseignes commencent à y réfléchir. Autre sujet important, en tout cas autre clé et enjeu majeur, qui peut paraître évident, mais on l'a quand même vu durant cette phase de confinement, c'est de terminer cette transformation digitale. On peut quand même constater une chose, c'est que les enseignes qui ont le mieux résisté aujourd'hui sont quand même des enseignes qui avaient globalement un parcours digital omnicanal le plus abouti. Et aujourd'hui, ça va être effectivement un accélérateur pour les autres enseignes du retail pour terminer cette transformation, proposer l'ensemble de la gamme de services qu'un client attend aujourd'hui dans une enseigne, et sans occulter bien sûr la partie transformation digitale pour les collaborateurs de l'entreprise, qui passe par la mise à disposition d'outils collaboratifs modernes. On a vu pas mal de communication durant cette phase de confinement autour de Teams ou de Google Meeting, qui est un vrai enjeu aussi pour terminer cette transformation digitale. 8e point important qui nous paraît, c'est effectivement la partie performance et coût. Parce que puisque cette transformation digitale, ces nouveaux services, ce nouveau parcours client va avoir un coût. Donc beaucoup d'enseignes se sont lancées dans des plans d'économie, dans des plans d'optimisation. On a entendu parler déjà, ne serait-ce que sur ceux qui ont, pour les enseignes, avec des magasins sur des renégociations de loyers, voire des annulations d'échéances, sur des plans d'économie, mais également beaucoup de plans d'efficacité opérationnelle et d'amélioration de la rentabilité. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur le drive, puisqu'on a déporté quand même pas mal de ventes de monde physique vers un monde digital où il y a une part de préparation qui est à la charge du distributeur. 9e sujet important, effectivement, et encore une fois, on l'a vu durant cette phase de confinement, il va falloir agiliser les organisations. Les enseignes qui ont été les plus réactives aujourd'hui sont celles qui ont pu switcher à 180 degrés dans leur façon de travailler, dans leur système d'information, pour être au service de leurs clients. Et finalement, cette crise a révélé que l'IT était un asset fort et un asset stratégique pour beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, il y a pas mal de plans d'investissement qui vont être nécessaires pour rendre ce SI plus agile, plus robuste, et l'organisation sera mécaniquement devra pivoter autour de ce nouvel équilibre. Et la dernière chose qui nous paraît important comme clé, là on est vraiment sur le réinventer, c'est que cette crise va permettre en fait de se poser les questions sur le business model de nombre d'entreprises. Est-ce que les enjeux RSE vont être plus forts ? C'est probable, on a vu pas mal d'enseignes qui ont décidé d'arrêter les prospectus papier. D'autres vont devoir accélérer sur les nouvelles offres. On a vu notamment en fin de confinement les shop-in-shop de Franprix avec Decathlon. Donc tout ça, c'est effectivement des nouveaux modèles pour générer des ventes additionnelles que les enseignes vont devoir remonter sur le haut de la pile pour réfléchir à quel est son business de demain. Et puis bien entendu, saisir les opportunités. On le voit bien aujourd'hui avec des enseignes en difficulté. Cela permet pour d'autres de récupérer des emplacements, de récupérer des boutiques. C'est quand même une preuve aujourd'hui que le magasin a encore de l'avenir, mais ça permet également de sortir plus fort, comme on le voit aujourd'hui entre le possible rapprochement entre But et Conforama. Donc tout ça, effectivement, c'est un peu la vision que nous avons chez CGI Business Consulting, des 10 clés et des 10 éléments à mettre en avant pour sortir de cette crise, pour avoir les 3 temporalités du répondre, rebondir et réinventer. Et au final, cette crise a été un accélérateur de transformation. On a des comportements d'achat qui se transforment. Est-ce l'avenir nous le dira. On a une nouvelle tendance, on a des nouvelles exigences et globalement une nouvelle expérience, un nouveau parcours qui se dessine. Pour autant, on a quand même 2 choses qui nous paraissent clés dans ce nouvel équilibre. L'innovation, d'abord, on a bien vu tous ceux qui ont été capables de proposer des nouveaux services, des nouvelles offres, de transformer rapidement les parcours et les process ont eu un avantage concurrentiel réel. Et le deuxième, qui est un peu le corollaire, c'est l'agilité. Agilité de l'organisation, agilité des outils pour s'adapter rapidement. Et moi, je suis assez convaincu que les nouvelles technologies vont permettre d'aller encore plus loin avec la data, avec l'IA, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, pour ouvrir des nouvelles possibilités, des nouveaux services, voire des nouveaux business models. Donc, est-ce qu'on est au nouvel an zéro du retail ? On verra. En tout cas, c'est un vrai bouleversement du secteur. C'est pas juste une simple évolution.
Et on démarre des profonds changements pour le retail, changements culturels, changements sur les processus, changements sur l'homme, changements sur les technologies. Et aujourd'hui, on pense qu'effectivement, les assets que nous proposons nous permettront à nos clients d'accélérer et de pivoter plus vite sur ce nouvel équilibre. Et je laisse la main effectivement à mes collègues pour regarder comment CGI peut accompagner cette transformation. Je suis Hugo Swally, je suis directeur du business développement dans toutes les solutions en propriété intellectuelle de CGI, nouvelle solution CGI Retail Suite qui fait suite à l'acquisition de Métis. Et Tim, peut-être je te laisse te présenter. Oui, donc Tim Cave, je suis Vice President du Retail Solution Center of Excellence, donc sur l'offre CGI Retail Suite. Merci Arnaud pour ce petit tour d'horizon des différents challenges à aborder et qui sont les enjeux court et long terme que doivent adresser nos clients. Dans ce que tu as dit, j'ai retenu deux mots. Alors, j'ai dit beaucoup de choses, c'est peut-être un peu simpliste de mots, mais les mots agilité et flexibilité englobent pour moi beaucoup de choses. Tu as aussi parlé de la redistribution des canaux dans un contexte omnicanal, du cycle stratégique d'innovation qui est hyper important, de l'évolution des modes de consommation aussi. Moi, je regroupe ça dans une seule et même bannière qui est l'agilité et la flexibilité. Et quand on demande à nos clients, aux clients de CGI Retail Suite, comment ils ont réussi à surmonter cette crise, c'est les mots qui arrivent en premier dans leur bouche. Alors, sur ce qui est redistribution des canaux de distribution dans un contexte omnicanal qu'on a parlé avec le Drive, il y a 7% des consommateurs français qui ont testé le Drive pendant le Covid. Il y a 30% d'entre eux qui vont devenir des utilisateurs fréquents de ce nouveau moyen de distribution. Donc l'agilité, c'est aussi ça, c'est tester des choses, s'adapter rapidement. Et c'est aussi, et on le verra avec l'exemple que décrira Tim un peu par la suite, c'est être capable de tenir la charge. Quand l'innovation, elle fonctionne et que le client mord par un nouveau parcours à un nouveau test, il faut être capable, s'il y a une vraie accélération de marché, de tenir la charge. Et c'est en ça aussi qu'on a fait l'acquisition de la solution Métis. Quand on parle de long cycle d'innovation, il y a souvent un dilemme en début d'année sur les investissements stratégiques à effectuer pour opérer une bonne transformation digitale. Et comme tu l'as dit, il y a des enjeux qui sont des enjeux très court terme, qui peuvent parfois être adressés par un écosystème de petits prestataires ou de start-up. Et là, on risque de multiplier les dépendances, multiplier potentiellement les intégrations. Et il y a le cycle de transformation digitale sur 5-10 ans qui doit transformer complètement le business model de nos clients. Et là, on est souvent sur l'énorme projet qui vient remplacer une grande partie de l'écosystème IT, avec le risque évidemment que ce projet n'aille pas au bout. Ce qu'on dit avec CGI Retail Suite, c'est que les clients n'ont plus à faire ce choix-là. On a un socle d'innovation qui a été construit, et Daniel en a parlé en introduction, avec nos clients, avec une couche d'intégration complètement APIisée, un modèle de données complètement paramétrable qui va se mettre au milieu de l'écosystème IT. Et couplé à ce socle d'innovation-là, différents modules, des modules de métier qui vont permettre de répondre de manière très flexible, très spécifique aux enjeux de la supply, aux enjeux du magasin, aux enjeux du merchandising et du point de vente. Dans ce contexte-là, on peut aussi parler d'agilité quand on a en tête et qu'on veut anticiper les nouveaux modes de consommation. Tu as parlé de consommer responsable, donc c'est le consommer local, par exemple. Alors, il y a une prise de conscience des consommateurs, peut-être parce que avec les problèmes de transit de matières premières et l'importation en masse qui était un petit peu bloqué, on se rend compte qu'on a envie de se recentrer et 80% des consommateurs qu'on interroge ont envie de consommer plus local. On a aussi le consommer responsable, avec notamment l'économie circulaire, par exemple, sur le fashion. Ces deux idées-là et ces deux nouveaux modes de consommation, ils impliquent forcément d'avoir la maîtrise de son agilité, puisque à chaque fois que tu vas toucher au consommer local, tu touches à ta place de marché, de négociation des prix avec des producteurs locaux, tu vas toucher à l'appro, tu vas toucher aussi à l'assortiment de proximité en magasin. Quand tu touches à l'économie circulaire dans le fashion, tu vas toucher aussi à tout ce qui est reconditionnement des produits qui est assez innovant. Bref,
tu vas toucher à l'intégralité de la chaîne de valeur de la distribution. Et c'est en ça que notre solution CJ Retail Suite, qui couvre 80% du retail, va être capable d'aider les retailers sur chacun des maillons de la chaîne de distribution. Et Tim, tu peux peut-être faire un point sur ce que couvre au final la solution. Oui, bien sûr. Donc, CGI Retail Suite, c'est une solution end-to-end qui couvre l'intégralité de la chaîne de valeur de la distribution. On voit sur la gauche, on part du référencement produit, en passant par le supply chain et la gestion de la vente, pour terminer à droite sur la segmentation des clients en fonction de leurs achats. Donc, ces différentes fonctionnalités ont été enrichies ces dernières années par un travail important sur la partie omnicanal et la partie digitale. Arnaud disait tout à l'heure que les distributeurs qui avaient investi dans la partie digitale et l'omnicanal s'en sortent un petit peu mieux que les autres. Donc, on voit dans cette séquence de briques les différentes fonctionnalités. Et nous pensons que sur chaque brique, il faut se poser la question sur la partie omnicanal, sur la partie digitale. Il ne faut pas attendre le jour qu'on va installer ou démarrer un web store pour se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin d'une référentiel omnicanal? Ça semble évident. Est-ce que j'ai besoin d'un backbone de data pour stocker les informations, pour les diffuser? Bien sûr que oui. Et ensuite, des sujets qui sont un petit peu plus récents, mais les besoins augmentent, la gestion des prix. Gérer des prix promo sur les différents canaux, faire une saisie en double, une saisie en triple, être sûr que le client il voit le bon prix au bon moment à chaque endroit de la chaîne est devenu très important. Et donc, pareil sur la partie vente, Arnaud a parlé de les magasins physiques, il y a la mobilité, il y a les sites web. Donc, une combinaison sur tous ces moyens techniques, sur les systèmes d'encaissement et de vente. Et ensuite, bien sûr, la fidélité. Une fidélité magasin qui soit parfaitement en phase avec une fidélité web. Donc, bien entendu, Retail Suite, c'est un suite modulaire. Ça donne une grande souplesse dans les projets de transformation. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas notre temps à construire et à écrire et à tester des interfaces entre différentes briques. C'est des briques qui sont déjà parfaitement bien interfacées entre eux. Et donc, du coup, ça nous permet de faire des projets, on va en parler un petit peu tout à l'heure, dans un temps très court, avec un très bon résultat. Voilà, donc une suite qui couvre 80% de la chaîne de valeur retail, une suite extrêmement complète et qui est modulaire, c'est important, et surtout une suite qui répond de manière complète aux enjeux des différents collaborateurs de la structure du retail. On va répondre aux enjeux du magasin, évidemment, ça je pense qu'on en a assez parlé, mais aujourd'hui, on dit souvent le magasin est amené à mourir. On voit que c'est faux, hein. Il y a les retailers qui ont le mieux réussi leur transition digitale et qui plafonnent à 10% du chiffre d'affaires quand on parle des canaux digitaux. Le magasin, par contre, il est amené à se transformer. Dans cette transformation-là, il y a transformation de l'expérience client, mais il y a aussi des transformations de surface. On va être amené à parfois réduire les surfaces, aller vers plus des corners, des pop-up stores. Là-dessus, nous, on a une maîtrise qui est forte, puisqu'on maîtrise des chaînes de 50, 80 intégrées, franchisées, et on maîtrise aussi des chaînes multinationales d'hyper et de super en Europe. On a aussi des outils qui permettent d'accélérer les tâches à faible valeur ajoutée et de coupler cette innovation à une excellence opérationnelle en magasin. Limiter les tâches à faible valeur ajoutée pour libérer de la compétence de service, de commerce aussi, en proposant un vendeur qui est augmenté. Alors, un vendeur qui est augmenté avec des outils qu'on lui met à disposition, des outils de mobilité qui vont permettre d'encaisser en coup de fil, de faire du clienteling, de faire de l'extension de gamme aussi, et de proposer un parcours client qui soit assez innovant, de fournir aux vendeurs toute la connaissance du client in fine et l'historique de tous les contacts qu'il aura eu avec l'enseigne.
On va répondre aussi aux enjeux du DSI. DSI, on l'a dit, dans un contexte qui est un contexte compliqué, avec un legacy qui est souvent vieillissant, qui est peu ouvert et avec des briques qui ont du mal à communiquer les unes avec les autres, à ici siloter entre le digital et le physique. On va fournir au DSI ce socle d'innovation qui va se mettre au milieu de ces briques-là et qui va lui permettre de brancher de nouveaux canaux plus rapidement, d'exposer un référentiel unique, ce sont un référentiel consommateur, produit, transaction, à l'ensemble de son écosystème, à ses systèmes en interne et puis aux partenaires aussi pour pouvoir déployer plus rapidement et répondre aux enjeux du marketing avec justement cette vue du consommateur 360, cette animation ultra personnalisée, on en parlera avec un cas concret, et le fait pour le marketing de pouvoir récupérer la main sur les parcours clients. Aujourd'hui, on a construit une solution parce qu'on a eu beaucoup de plaintes des services marketing sur le fait que quand on met une innovation en place, notamment sur les parcours d'encaissement, en fait, on est souvent soumis au bon rythme, au bon vouloir de l'éditeur de caisse en face. Il y a un coût aussi qui est associé, il y a surtout un temps. Dans cette réduction du time to market, nous, on redonne la main au design des écrans, au séquencement des étapes aussi, sur les différents parcours d'encaissement au service marketing. Voilà, CGI Retail Suite, c'est deux choses. C'est d'abord la création de nouveaux parcours clients omnicanaux et c'est conférer une agilité nouvelle, vous l'avez compris avec ce socle d'innovation. Pour ce qui est de créer de nouveaux parcours clients omnicanaux, la première brique qu'on met en place, c'est une brique d'orchestration de stock et de commande. Une vue sur un stock qui va être un stock unique entre les différentes parcelles du stock, magasins, photos, hub de réconciliation. Et puis, une orchestration de commandes. On va pouvoir prendre une commande de n'importe quel point de contact, que ce soit une tablette vendeur, que ce soit un site internet, et puis la redistribuer vers le bon point de stockage avec une optimisation sous contrainte en fonction des différents délais, du prix aussi. Sur cette orchestration de commandes, Tim, on a un cas qui est assez intéressant pendant le Covid, avec Carrefour qui a réussi à doubler le nombre de commandes qui processaient pendant le Covid, notamment sur du drive. Tu peux peut-être en dire un mot. Oui, Hugo. Donc, c'est vrai que sur Carrefour, on a plus de 10 ans d'expérience avec eux sur toute la partie préparation des commandes clients. Et bien entendu, une très bonne expérience vu le nombre de sites et le nombre de commandes qu'on a l'habitude de préparer avec nos solutions. La période Covid était une période pour certains difficile, mais on peut dire que ça a permis de mettre à l'épreuve la robustesse de notre solution et la capacité de traiter un nombre de commandes qui était vraiment inimaginable. Je pense qu'il y a 6 mois en arrière, on était loin de penser au Covid et on était loin de penser au changement de comportement, mais parfois par obligation, d'un tel nombre de clients et surtout presque du jour au lendemain. Celui qui n'avait pas de projet avec une période d'études, ensuite on met en prod et ensuite on monte doucement en capacité. C'était littéralement du jour au lendemain. Donc, il est vrai que notre solution a très bien tenu la route. On a travaillé avec Carrefour pendant cette période pour faire quelques petites améliorations sur la capacité de traitement de commandes, de préparation, d'optimisation. Mais je vais également parler d'une deuxième partie parce que là, on va dire, on subit un petit peu. C'est-à-dire qu'on subit les clients qui commandent ou qui ne commandent pas. Mais une partie qu'on met rarement sur le devant de la scène, c'est en dehors de notre solution, c'est surtout la suivi opérationnelle qu'on a mis en place avec Carrefour. Parce que quand on prépare en magasin, si on fait en entrepôt, si on fait du mixte, si on gère la livraison, on a besoin d'un suivi business et pas simplement d'un suivi technique au niveau des infrastructures. Savoir le niveau de CPU, le niveau de mémoire, c'est bien. Savoir que les bases tournent correctement, c'est bien. Mais savoir qu'on est en mesure de respecter la promesse client et de livrer dans les temps, c'est encore mieux. Donc, on a mis en place toute une intelligence tournée autour du business sur le traitement des commandes afin de savoir que tout se passe bien. Et si jamais ça se passe pas bien parce qu'on n'est pas dans le temps,
de remonter des alertes. Et ça, c'est quelque chose qui a permis, dès la montée en puissance du nombre de commandes, de vraiment être capable de savoir si ça se passe bien avant qu'on commence à faire la préparation ou la livraison du client. Donc, on est capable de lever des alertes sur le ventilateur qui est en panne jusqu'à la remise de la commande de Monsieur Dupont. Et donc, c'est vraiment une process de surveillance technique et business globale. Et on continue même actuellement à y travailler. L'objectif, c'est de rendre encore plus pertinent la suivi de l'activité et de mesurer de plus en plus de choses pour avoir une visibilité sur les incidents qui peuvent arriver et éventuellement comment est-ce que ça peut les aider à anticiper et à gérer ces incidents. Voilà, en plus de tout ce qui est orchestration de stock et de commande, hein, il y a évidemment comment j'anime mon consommateur dans ce nouveau contexte-là. Alors, il y a une data client unifiée, j'en ai parlé, on met en place entre la data silotée, e-store et online. Et puis, il y a toute l'animation commerciale derrière, animation promotionnelle, animation de fidélité aussi, toutes les dynamiques d'upsell, marketing extrêmement complexes. Aujourd'hui, il faut pouvoir les gérer et pour ça, on ne peut que passer par un outil externalisé. Je vous donne un exemple de ce qu'on met en place avec un des leaders de la grande distribution. Aujourd'hui, ce leader-là avait un challenge alors avec une chaîne d'hyper, de super, de marché de proximité aussi, qui est très vaste. Ils ont 80% de leurs clients qui sont encartés, comme dans de nombreuses chaînes de distribution. Mais là où on pourrait se dire, j'ai tous mes clients qui sont encartés, donc super, je vais pouvoir les animer comme je veux. En fait, ils sont limités, notamment par les systèmes d'encaissement, quand il s'agit d'animer les consommateurs de manière extrêmement personnalisée. Les systèmes d'encaissement, en fait, ils ont une contrainte qui est très simple, c'est d'abord de tenir la charge et puis de pouvoir encaisser un caddie entier avec une centaine de produits. Le fait qu'il y ait une multiplication des produits ne permet pas aujourd'hui une animation commerciale personnalisée. Nous, on a créé un moteur, justement. On a créé ce moteur qui est un moteur externe qui va permettre de communiquer avec les systèmes d'encaissement, avec les sites web, avec les différentes applications mobiles pour suivre ce client avec cette data client unifiée, rationalisée, dédoublonnée et d'animer ce client avec des méthodes d'animation commerciale et de fidélité qui sont extrêmement poussées. On va aussi faire tout ce qui est suivi du budget d'animation pour avoir un reporting performant, ce qui est très difficile à avoir à l'heure. Voilà, sur la partie agilité, alors j'ai assez insisté dessus en intro, Arnaud, pour une croissance durable, mais je reviens rapidement dessus. C'est l'agilité, c'est pouvoir déployer de nouveaux canaux à la demande extrêmement rapidement et puis avoir à intégrer l'intégralité des écosystèmes IT et devoir les paramétrer. Il y a une notion qui est cruciale, qui est une notion de réduction du time to market. Les retailers sont soumis à deux menaces. La première, c'est les retailers qui innovent plus vite qu'eux et ils ont du mal à rattraper ces innovations-là. Et puis, il y a les pure players qui attaquent une frange de marché très précise avec une expérience client centrée, client, on va dire, depuis leur création et qui arrivent à être très efficaces. Pour pouvoir répondre à ces deux menaces-là, il faut pouvoir réduire son time to market. On met en place pas mal de solutions autour de ça et notamment le fait de redonner la main sur les parcours d'encaissement aux équipes marketing. On a aussi, pour accroître l'agilité, cette notion de end-to-end. Alors, c'est une solution end-to-end, on en a parlé avec une vision de bout en bout de la solution, une couverture large des besoins du retail. Elle va couvrir tout ce qui est négociation des prix à pro en amont jusqu'à la mise en marché en magasin. On va couvrir la prise de commande jusqu'à la préparation en magasin et en entrepôt. Et surtout pour nous, l'offre end-to-end, c'est l'offre CGI, c'est-à-dire une offre conseil, service, solution et derrière maintenance hosting, un accompagnement qui est unique avec un seul interlocuteur in fine. Et on finit du ping-pong entre un interlocuteur éditeur, un interlocuteur intégrateur. Et on a un seul point de relais, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et typiquement, dans des périodes comme le Covid, on a un exemple dessus, Tim, avec le cas Leroy Merlin.
Oui, tout à fait, Arnaud. Donc, Leroy Merlin, le groupe ADIO, donc projet de déploiement de Leroy Merlin Grèce et Chypre, un projet qui a commencé fin janvier. Donc, fin janvier, projet de 5 mois, avec une date qui ne bougeait parce que c'était l'ouverture de leur prochain magasin. Donc, 5 mois, un beau challenge, mais possible dans le temps. Donc, un projet, comme j'ai indiqué tout à l'heure, end-to-end, pour remplacer le système d'encaissement, le back-office, la mobilité magasin, la gestion client et le CRM, avec des évolutions non négligeables. Système d'encaissement classique, oui, mais avec une fiscalité grecque. Ah, donc, du coup, pas mal de modifications à faire. Donc, un projet, on va dire, assez important, donc, qui démarre fin janvier. Et ensuite, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, la Covid. Eh bien, génial. Donc, mais ça s'est super bien passé avec le client parce que Leroy Merlin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont dû fermer tous leurs magasins, donc tout le monde au chômage, sauf l'équipe projet qui travaillait avec nous. Donc, une équipe projet qui, du coup, était disponible à 100% au lieu des 60-70% qui étaient imaginés. Du coup, la même chose chez nous, un petit peu, bah, tout le monde, bah, pas en chômage de tout, mais en télétravail. Donc, essayer de travailler en télétravail, un gros projet comme ça, bah, c'était difficile. On était forcément obligé de renforcer les équipes, vu le manque d'efficacité qu'on a forcément un tout petit peu sur la partie télétravail. Mais ensuite, on se retrouvait avec deux équipes, CGI et Leroy Merlin, complètement mobilisées sur ce projet. Donc, tu parlais, Hugo, d'agilité tout à l'heure. Je pense que c'est peut-être le projet où on a été le plus agile de tous les projets que j'ai vus. Pourquoi? Parce que vraiment, les conditions de télétravail à 100% sont pas évidentes. On avait interdiction de se déplacer, pour des raisons évidentes aussi. Donc, du coup, ben, il fallait faire les ateliers de travail à distance. Il fallait faire la formation à distance. Il fallait faire la recette à distance. Donc, quand vous êtes sur un petit bout de module, à la limite, ça va. Mais quand vous êtes vraiment sur ce que j'ai listé tout à l'heure, une solution end-to-end, vraiment, ça a donné beaucoup de travail. Mais ça a très, très bien fonctionné entre nous tous. Une équipe projet Leroy Merlin et CGI bien soudés ensemble. Et donc, je suis content de dire que bah, on a démarré le magasin le 26 juin à Péristeri. Et du coup, le fait qu'on a démarré ce premier magasin en temps et en heure nous permet de continuer cet été sur le déploiement des autres magasins parce qu'on n'a pas 3 mois de répit. Dès ce mois-ci, on commence le déploiement des autres magasins pour ensuite enchaîner sur la partie logistique et le web store. Donc, si on avait besoin de répéter quelque chose sur l'agilité, je pense que c'est un très bon exemple. Il faut que tu actives ton micro. Ça y est, je l'ai activé. Quand on a parlé d'innovation avec les contraintes qu'on connaît sur le retail, qui sont des contraintes de réduction de coûts, on a parlé aussi des outils qu'on met en place pour l'excellence opérationnelle et puis l'optimisation des magasins et des entrepôts. Ça, tu peux aussi conclure peut-être, Tim, sur ce qu'on a à disposition et ce qu'on met à disposition sur ce sujet. On essaye de regarder, en général, c'est vraiment un travail avec les clients. J'ai parlé de Carrefour tout à l'heure sur le Click and Collect. Je dis parfois, on est aussi fort que nos clients. Et on pense que quand on se met ensemble, on sort une solution qui est encore mieux. Donc, c'est vraiment un travail de proximité avec nos clients. Donc, sur la partie Click and Collect, de bien travailler, on va dire, l'aspect organisation au niveau du magasin, de travailler la productivité, mais également d'être ouvert sur, on va dire, les innovations techniques qui arrivent sur le marché. Il y a quelques temps est arrivé le Pick to Light. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les étiquettes de balisage électronique avec une petite lumière qui peut clignoter au moment où le préparateur il a besoin de chercher un produit sur le rayon. Parce qu'on n'y pense pas souvent, mais quand on est sur le terrain, on se rend compte que tous les préparateurs ne connaissent pas tous les produits. Et donc, du coup, si on peut avoir une aide de ce type-là, on augmente
la productivité de la personne de 100%. On augmente son confort dans son travail et il y a un très bon, on va dire, gain de productivité. Mais le ressenti des personnes qui ont été interviewées, c'est très, très positif aussi parce que du coup, ils ne sont pas en train de chercher un produit, ils sont en train de faire le travail qu'on leur demande. Donc, sur cette partie-là, je dis toujours, c'est travailler avec le client pour améliorer les process et ensuite de regarder qu'est-ce qu'il y a comme innovation ou comme possibilité technique pour pouvoir améliorer nos solutions. Ok, merci. Du coup, on passe aux questions-réponses. Il y a quelques questions que vous avez tous posées. Arnaud, je crois que tu voulais en prendre une. Tout à fait. Donc effectivement, il y avait deux questions intéressantes. La première sur les centres commerciaux. Est-ce que les centres commerciaux vont disparaître? Je pense qu'on peut le lier même plus globalement au rôle du magasin. Le magasin, les centres commerciaux auront toujours un avenir s'ils proposent une expérience différenciante, que ce soit en termes d'expérience client, que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes d'offres, que ce soit en termes de prix. Il faut que ça devienne un lieu de vie. Et dès le moment où un retailer, un promoteur effectivement propose ces services différenciants par rapport au web, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'avenir pour ces magasins ou ces centres commerciaux. Et il y avait une deuxième question intéressante que je vais prendre également sur les parcours clients entre les différents canaux. Effectivement, tous les grands retailers y réfléchissent et souvent sous deux axes. Le premier, effectivement, sous l'axe d'omnicanalité. Le parcours client doit être vu entre les différents touchpoints qu'on peut retrouver pour un client, que ce soit sur le mobile, que ce soit sur le web, que ce soit en magasin, sur des tablettes, mais également suivant la notion, on va dire, de lieu de vie, parce qu'on va pas proposer la même chose avec les mêmes services sur une zone très urbaine, très urbanisée, avec des services de livraison qui vont être probablement différents, une offre qui va être différente. Que sur une zone qui est beaucoup plus rurale où la voiture est souvent un impondérable. Donc c'est souvent sous ces deux prismes-là que les grands retailers réfléchissent sur les parcours clients proposés. Alors il y a d'autres questions. Et je vais peut-être compléter Hugo là par rapport à cette notion de parcours client qui est très importante. Je pense que c'est la genèse de notre produit, c'est de dire que les parcours d'aujourd'hui ne seront peut-être pas ceux de demain et ceux d'après-demain. Et donc, notre solution a été construite dans cet esprit qu'il n'y a pas de parcours prédéfini et qu'on peut très rapidement en ajouter, en enlever, les faire bouger, les faire varier. Et c'est vraiment cette réponse agile qui fera la différence, je pense, compte tenu des innovations qui peuvent encore arriver dans le marché, les robots, les choses comme ça. On pourra facilement, en tout cas, démarrer un canal tel qu'on l'a fait chez Leroy Merlin, où là, on a été un peu plus challenging, on a démarré une solution complète. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Daniel. On peut essayer de limiter le risque et essayer de se prévenir contre l'avenir, justement en se renseignant sur ces différents challenges. Mais la vérité, c'est qu'aucun d'entre nous ne connaît le parcours client qu'on aura dans 5 ans et dans 10 ans. Et c'est comme ça qu'on a créé cette solution-là. Une autre question, Tim. Alors, c'est une question très ouverte. Quelles sont les priorités des retailers que vous avez en client aujourd'hui? Peut-être, Tim, tu veux répondre à ça? Quelles sont les priorités? Peut-être je referai ça. On me parle de quoi? Mine de rien, j'en ai touché un mot tout à l'heure. L'omnicanabilité, si je peux me permettre, c'est toujours un sujet, mais pas systématiquement au même endroit. Ça veut dire qu'on ne parle plus de la partie client centralisé, data hub autour du client. Et quand je réfléchis pourquoi, je pense que c'est comme d'habitude, on attaque des sujets en premier par urgence, par importance. Et donc, avec l'RGPD, du coup, l'RGPD a vraiment poussé l'ensemble des distributeurs à s'organiser et du coup, de centraliser toutes ces données-là dans un seul endroit. Donc, maintenant, le client, il est omnicanal et on a commencé par ça. Mais l'aspect sur les prix, c'est vraiment une module qu'on a travaillé ces dernières années et où j'ai beaucoup de questions et je donne beaucoup d'informations autour de ça parce que beaucoup de gens n'ont pas un système de prix qui soit omnicanal. Ça veut dire qu'ils sont toujours un peu déphasés entre les différents canaux de vente et il n'y a rien de transverse. Donc, je dirais l'omnicanalité, on est à un certain niveau,
mais je pense qu'il y a encore des niveaux qui vont continuer à monter dans les mois et les années à venir. Ok. Sur la manière dont on conduit notre roadmap, alors ça, je peux peut-être en dire un mot, mais effectivement, bon, alors chez CGI, il y a une forte culture de la proximité avec nos clients et on a des interviews 2 fois par an avec des comités de direction pour justement évoquer ces nouveaux enjeux à court terme et à long terme et d'arriver notre roadmap à l'aide de ces enjeux. On construit vraiment notre solution avec les clients. On a aussi à notre disposition des centres d'excellence, un centre d'excellence à Lille, un centre d'excellence au Canada, où on met notre plateforme en musique en intégrant différents partenaires technologiques. Des partenaires technologiques qui sont multiples. Ça peut toucher à la VR, à l'étiquetage animé, à des dynamiques promotionnelles, plein de choses, à la robotisation aussi. Et on met ça en musique avec notre plateforme. En fait, vous êtes à la place d'un client, vous rentrez dans le centre d'excellence, vous loguez sur le site web et après vous êtes reconnu pendant tout le parcours. Et quel que soit le canal qui est adressé, hein, au final c'est ça l'omnicanalité, vous êtes reconnu, on a l'intégralité des paniers qui ont été constitués, des transactions qui ont été faites dans le passé et on peut vous proposer les produits et les parcours qui sont le plus adaptés à l'historique qu'on connaît sur vous. Donc, c'est aussi en testant ces nouveaux parcours-là dans le centre d'excellence et en les montrant à nos clients et à nos prospects, hein, bien évidemment, qu'on oriente cette roadmap-là. Voilà, c'est tout pour les questions. Peut-être que vous voulez rajouter un mot pour la fin. Daniel, Arnaud, Yves. Non, il est temps de conclure. Bon appétit. On va conclure. Merci à tous. Merci à tous. Et on espère vous revoir rapidement, hein, soit au centre d'excellence de Lille, soit par contact. Hein, on va vous envoyer tous nos contacts évidemment. Et pour travailler avec vous. Merci. Merci à tous. Merci à tous.